Alors aujourd'hui, nous consacrons notre émission à l'interruption médicale de grossesse et on va s'intéresser, Nathalie, en fait, cette fois à la réaction des pères qu'on prend finalement très souvent peu en compte, contrairement aux femmes. On en parle beaucoup, on fait souvent des émissions sur l'IMG, mais vues par les femmes. Là, le point de vue, ça va être celui des hommes. Lorsque la vie de la mère est mise en danger ou que le bébé est atteint d'une pathologie très grave, les parents ont la possibilité, vous le savez, de recourir à ce qu'on appelle une IMG. C'est une interruption médicale de grossesse, un acte extrêmement compliqué à vivre qui nécessite un accompagnement spécifique pour les mères. Mais les pères, Nathalie, dans tout ça, oui, les pères sont en reste. La question qu'on a posée à nos maternautes, c'est est-ce que votre conjoint s'est senti accompagné et reconnu en tant que père durant l'IMG et après l'IMG, bien sûr? Non à 57%, oui à 43%. Je dois dire que j'étais quand même assez agréablement surprise par ce chiffre de 43% qui est important. Alors, est-ce que les femmes ont répondu? Oui, bien sûr, c'est elle qui en parle le mieux. Ça a été le cas de Marie-Céline qui nous a dit qu'elle avait subi une IMG à 6 mois de grossesse, que son compagnon s'était beaucoup investi pour son petit Arthur. Il avait pris soin d'elle avec beaucoup de courage. Blandine nous dit que son mari a vécu cette épreuve complètement différemment d'elle, bien sûr. Durant toute l'attente entre la nouvelle et l'IMG, il ne parlait que très peu et pas avec moi. J'ai longtemps pris son silence pour de l'indifférence, alors que c'était tout le contraire. Il ne voulait pas alourdir ma peine et rester fort à côté de moi. Ce sont de très belles paroles. Alors vous savez que sur ce sujet du deuil périnatal, les choses ont considérablement évolué. On l'a vécu au maternel dans les années 90. Je veux dire, il n'y avait aucune communication. Je pense que les parents ne savaient même pas ce que devenait le corps de l'enfant. Les associations se sont emparées de tout ça, notamment Agapa par exemple. Et on fait changer la donne d'un point de vue juridique, mais pas uniquement juridique. Il y a eu vraiment des groupes de soutien qui se sont constitués, notamment en direction des femmes, avec un esprit un petit peu compagnonnage. Et du côté des pères, effectivement, peut mieux faire, mais vraiment de partout. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même si on dit que facilement la femme porte ça dans son corps, le père aujourd'hui, et Vincent, vous le savez bien, vous pouvez en témoigner, la grossesse psychique des pères, elle existe aussi. Le devenir père, il est en route. Ça n'est pas qu'une histoire de couvade, ça n'est pas qu'une histoire d'hormones. Il y a une construction qui est en route, qui d'un seul coup va être elle aussi brisée, avec des ambivalences, des remises en question vis-à-vis de leur propre père, de leur propre histoire, de leur propre mère. Donc c'est effectivement aussi compliqué. Simplement, on en parle insuffisamment. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que Sylvain Missonnier va pouvoir nous éclairer sur ces enjeux. Et si enfin on pouvait délivrer une forme de parole du côté des hommes et des femmes, on ferait là, sur le devenir père, un pas qui serait formidable. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire dans quelques instants, Nathalie. Comment les pères traversent-ils cette épreuve et vivent-ils aussi les mêmes choses ou les choses d'une manière plus particulière que les mères? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Nous aurons avec nous Victorien et Florian, mais aussi, comme vous venez de le dire, le psychologue clinicien Sylvain Missonnier. N'hésitez pas, vous, à réagir sur Twitter via le hashtag Les Maternelles. Au revoir, Rokhaya Diallo, et au revoir, Virginie Sassoun. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Bonjour Victorien, bienvenue à vous sur notre plateau. Vous êtes le papa de 3 enfants, dont une petite Julia qui est née sans vie en mai 2013. Si vous avez pu nouer une relation forte avec elle pendant que votre femme était enceinte et ainsi effectuer plus facilement peut-être votre travail de deuil, vous ne vous êtes en revanche pas du tout senti soutenu et reconnu, notamment par le corps médical, dans votre souffrance. Vous allez nous raconter tout cela. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous apporter votre témoignage ce matin. Bonjour Florian, bienvenue à vous également. Vous êtes le papa de 2 enfants, dont un petit garçon qui est décédé suite à une IMG en mai 2014. Alors que la souffrance des pères est généralement minimisée, vous nous direz, vous, en quoi, selon vous, elle est tout aussi importante que celle des femmes. Merci également de nous apporter votre témoignage. Sylvain Missonnier, bonjour. Vous êtes professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l'université Paris-Descartes. Vous êtes d'ailleurs l'auteur, avec toute une bande de copains, de ce livre aussi, le manuel de psychologie clinique de la périnatalité. Ça fait compliqué comme ça, c'est sorti chez Masson, c'est un peu pour les spécialistes. Mais il y a aussi le livre que vous avez co-signé avec Paul Cesbron, 9 mois pour devenir parent. Et ça, c'est sorti chez Marabout, si mes souvenirs sont bons. Merci de nous accompagner dans cette émission qui est exceptionnelle, c'est vrai, parce que d'une part, ces messieurs nous font confiance, mais aussi parce que Julia, on ne l'avait jamais traité au maternel, donc c'est une grande émotion pour nous tous et pour toute l'équipe. Revenons sur ce deuil périnatal.
Qu'est-ce qu'il a de si particulier, et particulièrement dans le cas d'une interruption médicale de grossesse? Je crois que le mot qui convient le mieux, c'est le terme d'amputation. Parce qu'il s'agit véritablement, bien sûr pour la femme enceinte, de l'amputation d'une part de son corps propre, mais aussi, ça a déjà été dit, d'une part de son projet, de son désir d'enfant. Et pour le papa, et c'est vraiment tout l'intérêt que les maternelles choisissent de s'intéresser à eux, eh bien sûr, ce n'est pas une amputation de leur corps propre. Mais bon sang de bonsoir, il est temps de dire que c'est une amputation de leur projet personnel et de leur projet conjugal. Et à ce titre-là, jusqu'à présent, ils ont vraiment été trop oubliés. Alors, pendant très longtemps, les mères ont été vraiment dans une solitude terrifiante à ce sujet-là. La société, l'entourage familial parfois, les soignants, n'en parlons pas, ont été dans une dénégation, parfois même un déni de la douleur que ressentaient ces femmes-là. Ouais, c'est pas grave, vous en ferez un autre. Voilà, c'est pas grave, faites-en vite un autre. Voilà. Et d'ailleurs, la langue française n'accorde pas de mots spécifiques à ce statut, ce qui dit bien combien est-ce que sociologiquement, il y a un problème symbolique, il y a un problème de reconnaissance. Maintenant, je crois qu'il y a à dire sur la partie pleine du verre. Il y a encore à dire sur les endroits où ça ne va pas, sur la partie vide du verre. Mais il y a des endroits dans notre belle République où les soignants ont commencé à comprendre quand même le chemin erroné qui était le leur, et ils prennent véritablement en compte ce qu'il en est de la tragédie que traversent les mamans. Pour les papas, et c'est vraiment tout l'intérêt, encore une fois, je ne me lasse pas de le répéter, que vous fassiez cette émission et qu'il y ait des témoins directs. Pour les papas, alors là, pour le coup, il reste un long chemin à faire. Et je sais qu'on va voir tout à l'heure la formidable initiative de Nathalie Prem et ses collègues qui ont fait ce groupe des papas endeuillés. C'est une première, c'est la bonne direction, il faut que ça se généralise. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on compte sur les doigts d'une seule main les structures qui existent actuellement. C'est une façon de parler du désir du père aussi, du désir d'enfant. Bien sûr. Alors Victorien, vous êtes donc le papa de 3 enfants, dont une petite Julia qui est née sans vie le 16 mai 2013 à 6 mois de grossesse. Et vous avez appris, c'était lors de la 2e échographie, que votre bébé ne se développait pas normalement. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé à ce moment-là, lors de cette 2e échographie, et comment vous avez réagi ? En fait, à la 2e échographie, on vient comme à la première échographie, c'est-à-dire qu'on attend de connaître le sexe du bébé, d'entendre son cœur battre, de voir sa taille, etc. Et en fait, c'est vraiment un choc, parce que là, on voit que la sage-femme, elle n'est pas dans la même humeur que d'habitude, elle a l'air angoissée, elle repasse plusieurs fois sur les mêmes endroits du corps du bébé, et on voit par exemple que sa cage thoracique n'est pas développée correctement, que son fémur n'a pas une forme traditionnelle. Et en fait, elle pose la main sur l'épaule de ma femme, d'Aurore, et elle lui dit, elle lui dit pas de mots, elle lui dit pas c'est pas grave. Donc là, tout de suite, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose de grave. Que c'est grave. Voilà. Et comment vous avez réagi quand vous avez compris que c'était grave ? Moi, j'ai été sonné. Personnellement, j'ai été sonné. Aurore, je pense qu'elle a plus compris que moi ce qui se passait tout de suite. Moi, en tant que spectateur, encore une fois, j'étais vraiment sonné. Et puis après, on s'effondre, les images vont vite. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, quoi. Donc c'est vrai. On vous a dit quoi à ce moment-là, justement ? Quelqu'un est venu vous parler ? On vous a dit ce qui se passait ? En fait, elle met un mot sur ce qu'elle pense être au début, une forme de nanisme. Après, et elle rentre pas dans les détails, parce qu'elle n'est pas vraiment spécialiste des maladies fétales, donc elle veut pas non plus s'engager sur quelque chose. Elle veut pas nous donner de faux espoirs. Elle veut pas. Et c'est pour ça qu'on a pris, c'est ça, elle a pris rendez-vous pour vous. C'est ça, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste. Avec un médecin référent en pathologie fétale, qui vous annonce que votre petite fille a la maladie des os de verre et évoque à ce moment-là, pour la première fois, la possibilité d'une IMG. Comment vous réagissez à ce moment-là avec Aurore ? En fait, on avait le même état d'esprit, parce qu'on avait eu, entre le premier examen et ce 2e examen, il s'est passé une journée. Donc on a eu le temps d'échanger entre nous, et puis on a cherché sur Internet ce que pouvaient être cette maladie, quelles étaient les maladies liées au squelette, etc. Donc on s'est dit,
Mais si jamais c'est vraiment une maladie grave et qui pourrait handicaper notre enfant, très lourdement. Voilà, très lourdement, ou même la tuer à la naissance, parce qu'il y avait aussi ce risque-là, et qu'on nous proposait une IMG, on accepterait sans hésiter. Donc quand le spécialiste nous a dit, bah là, je vous propose que votre dossier soit présenté à la prochaine commission, on s'est regardé, on a tout de suite, on a Vous étiez raccord, voilà, vous y aviez pensé, vous en aviez parlé pendant les quelques heures qui précédaient ce rendez-vous. Vous ne vous êtes pas senti coupable de prendre cette décision ? On ne s'est pas senti coupable, parce que par rapport à la maladie, on savait de toute façon que c'était une mutation génétique. Donc, il y avait une chance sur 20 000 que cette maladie se produise. Donc, voilà, c'est tombé sur notre bébé. C'est sûr, on était en colère, on était triste. On avait de la rage parce que quand on apprend que tout ce qu'on s'est construit avant va se détruire là, c'est détruit en quelques minutes, c'est terrible. Cette amputation dont vous parliez, c'est 20 000 C'est vraiment ça, mais tout s'effondre en fait. L'attente d'un enfant, c'est quelque chose qui se construit, et là, en quelques minutes, ça se détruit. Tout s'effondre. Et il n'y avait pas de culpabilité de votre part ? Pas de culpabilité. Par contre, c'est vrai que quand on a appris que la maladie, c'était une maladie osseuse, Aurore s'est sentie plutôt... a eu peur d'avoir fait mal au bébé dans la vie de tous les jours, parce qu'une maman, elle a des mouvements, etc. On dansait la salsa, donc elle a eu peur. Elle s'est remise en cause en se disant, ça se trouve, c'est parce que c'est moi qui ai malade. Ou alors, est-ce que je lui ai pas fait mal à cause de sa maladie, parce qu'elle avait des dizaines de fractures dans le ventre. Donc du coup, c'était... il y a forcément un peu de culpabilité par rapport à ça, mais après on a appris que de toute façon les fractures étaient liées au mouvement du bébé dans le ventre et pas du tout à ce qui se passait. Au mouvement de la maman. Voilà, mais c'était vraiment quelque chose de passager. Sylvain Missonnier, l'IMG, c'est toujours une décision parentale qui arrive derrière une autorisation médicale. Pourquoi c'est si important pour les parents qu'il y ait ces étapes ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que la temporalité psychique impose un rythme qui permet aux humains qui vivent cette tragédie incroyablement débordante de petit à petit pouvoir métaboliser l'énormité de cette annonce. D'accord. Donc de rentrer dans une réalité doucement ? Et d'avoir la possibilité de déployer individuellement et conjugalement, et là, Victorien le décrit très bien, la façon dont ça s'est déroulé avec sa femme. Ils ont pu partager une stratégie. Et ils ont pu avoir suffisamment de temps pour pouvoir faire face en étant près de soi et près de l'autre. Ouais, d'accord. Donc de faire face pour le coup ensemble. C'est ça. Très souvent dans l'histoire, les médecins, probablement exprimant, et on ne jette pas la pierre, leur propre angoisse, avaient envie d'un rythme trépidant. Allez, on va faire ça très vite. Écoutez, madame, monsieur, on va vous, entre guillemets, débarrasser très vite de, eux ils disent fœtus, les parents disent enfant. Et donc cette accélération-là, les soignants petit à petit ont compris, en écoutant les parents, qu'elle était nuisible et qu'il fallait donner du temps au temps. Alors Florian, vous êtes le père de 2 enfants, dont un petit garçon décédé suite à une IMG qui a été pratiquée à 7 mois et demi de grossesse. Et c'est, comme vous, lors de la 2e échographie, on vous a parlé d'un problème chez votre bébé. De quoi souffrait-il ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Alors, lors de l'échographie, on nous a parlé de... on s'est présenté pour l'échographie et la sage-femme n'a pas parlé. Ça a duré très longtemps, pendant presque 40 minutes. Elle n'a rien dit ? Elle n'a rien dit du tout. Mais vous repériez qu'elle était un petit peu inquiète ? Par rapport au silence, oui, on se posait des questions. Avec ma femme, on se regardait. Et elle nous a installés au bureau et elle a commencé à nous parler de mains serrées qu'elle n'arrivait pas à voir ouvertes, d'absence de vésicule biliaire, de cervelet petit, mais des images qui sont quand même très floues, qu'elle a du mal à avoir, à préciser. Voilà, c'est exactement ça. Quand elle vous dit ça, j'imagine qu'il y a une immense inquiétude. Vous vous doutez que... Ah oui, bien sûr, elle commence à nous parler de maladies, elle nous parle de mucoviscidose, de plein de choses. Donc on sait déjà que notre enfant
sera pas en bonne santé. Ne sera pas en bonne santé. Voilà. Elle veut faire un IRM, hein, c'est Oui, ça? elle veut faire un IRM pour, 3 semaines après. par rapport au cervelet. Donc voilà, on attend 3 semaines. Vous êtes dans quel état d'esprit pendant ces 3 semaines? C'est horrible, horrible parce que on est dans le doute, on ne sait pas si notre enfant va survivre, si tout va aller bien, mais on a quand même envie d'y croire. Un espoir Voilà, encore. un espoir. Un espoir. L'IRM a malheureusement confirmé les diagnostics et vous vous êtes alors dirigé vers une interruption médicale de grossesse. Comment vous avez cheminé avec votre compagne vers cette décision-là? Ça s'est présenté assez rapidement parce qu'on nous a dit que notre enfant n'allait peut-être pas survivre de suite après sa naissance, qu'il pouvait décéder peut-être 2 minutes après. Donc nous, on est parti du principe qu'il ne fallait pas qu'il souffre. Donc on s'est de suite dirigé vers l'IMG. Bien sûr. Vous avez, pour votre enfant aussi, en pensant... Voilà, en pensant qu'il ne fallait pas qu'il souffre. Il ne fallait pas qu'il souffre. Comment vous avez vécu avec votre femme les jours qui ont précédé l'interruption médicale de grossesse? C'est très long. Voilà, on essaye de parler au bébé, parce que le bébé bouge encore. Voilà, une sage-femme qui vient à domicile, elle nous demande si on veut quand même écouter le cœur. Donc nous, vous dites quoi? on hésite, mais on écoute quand même. On continue comme si la grossesse se passe. Continue normalement, en fait. Vous l'accompagnez finalement? Voilà, on l'accompagne, oui, parce que nous, on a tout préparé. On avait préparé la chambre, tout était prêt pour l'accueillir. Donc vous continuez à écouter son cœur, vous continuez à lui parler? On lui parle. Est-ce que vous parlez avec votre femme à ce moment-là? Oui. Vous communiquez beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup. On essaye elle a beaucoup de craintes. Donc c'est vrai que la sage-femme à domicile l'a beaucoup rassurée. Elle a peur de l'accouchement, de comment ça va se dérouler. Elle a peur de souffrir. Donc voilà, on veut que ça arrive rapidement. Et vous, comment vous faites? Parce que faut la soutenir, cette femme, et en même temps, vous souffrez autant qu'elle. Oui, bien sûr. Comment vous faites alors? J'essaye de montrer le moins possible ma tristesse. J'essaye de la tirer vers le haut. C'est vrai que c'est pas évident, donc des fois je me cache, je pars en voiture pour pleurer, je reviens à la maison et voilà, j'essaye de l'accompagner au mieux, de lui montrer que je suis plus fort qu'elle. C'est ça, c'est votre façon de la soutenir, voilà. de ne pas trop montrer votre tristesse. D'être dans la protection. Hein. Voilà, Geneviève de Lézy-Parseval qui nous avait dit ça dans cette émission. Sylvain, alors on voit bien que le temps, là, a servi au couple, et sert au couple aussi à avancer ensemble. Qu'est-ce qui est si différent entre le père et la mère à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un vécu spécifique des pères et en quoi? Oui, alors bon, redisons-le, la femme enceinte a un dialogue sensoriel avec l'enfant du dedans. Sa sensorialité proprioceptive lui permet d'être dans une attente et une écoute extrêmement vigilante à l'égard de ce qu'elle nomme, elle, avec le papa, un enfant. Le papa, qu'il fasse de l'aptonomie officielle ou officieuse, il n'est pas privé de sensorialité. Ce serait une grave erreur que de dire la sensorialité, c'est du côté de Madame enceinte et elle est absente du côté du père. Et je pense que vous auriez à dire là-dessus, peut-être que vous en direz quelque chose tout à l'heure. Mais c'est une sensorialité externe, c'est-à-dire vous pouvez poser les mains sur le ventre de votre femme et certains d'entre vous s'en donnent à cœur joie. Et là aussi, il y a beaucoup à dire sur la qualité des échanges. Bon, donc première différence, dira Monsieur Lapalisse, Madame a un dialogue interne, Monsieur a un dialogue externe. Mais ce qui est important dans ce que j'essaye de partager avec vous, c'est de ne surtout pas tomber dans cette erreur que j'entends si souvent, qui est la sensorialité est pour madame et monsieur en est privé. Et on commence aussi à bien pressentir, à travers le témoignage de Florian, que ces quelques derniers échanges avec cet enfant-là sont importants en temps réel au moment où ils se déroulent, et que cette sage-femme qui vient à domicile a eu sûrement beaucoup de tact, beaucoup d'humanité, pour jouer son rôle et vous permettre de partager ça tous ensemble. Mais on commence à pressentir aussi, j'anticipe un peu sur la suite, que bien sûr ces traces-là vont être importantes pour la suite. C'est-à-dire
pour la cicatrisation du deuil. Alors les pères sont parfois un peu laissés pour compte une fois l'IMG passé. C'est en tout cas ce qu'a ressenti Sébastien avant de trouver un espace pour exprimer sa douleur. Regardez, Irma Kervran est allée le rencontrer. Stéphanie et Sébastien sont les parents d'une petite Julia de 5 mois. Il y a tout juste 2 ans, alors que Stéphanie attendait leur premier enfant, une interruption médicale de grossesse a dû être pratiquée en raison d'une grave malformation cardiaque. Une blessure toujours à vif pour Sébastien. Il n'y a que l'arrivée de la petite qui a fait que ça se soit un peu atténué. Les sentiments seront toujours là, mais l'antidote, le sérum, il est ici, là, voilà. Mais sinon, ouais, voilà, enfin, ça a été dur. Ouais. C'est un vrai tremblement de terre, en fait, quand on vous apprend que votre bébé, il y a un souci médical et que du coup, le plus sage, c'est de s'orienter sur une IMG pour lui éviter des souffrances ultérieures et éviter des souffrances aussi aux parents, tout simplement, à l'entourage. Donc, vous voyez, le mot séisme, c'est ce qui qualifierait vraiment ce qu'on a vécu à l'époque, il y a 2 ans. C'est quelque chose qui, à mon sens, est insurmontable seul, en fait. Il faut être encadré, après, d'un papa ou de quelqu'un d'autre, mais en tout cas encadré, assurément, oui. Dans cette épreuve, Stéphanie a pu compter sur le soutien de son mari, même si le couple n'a pas vécu les choses de la même manière. Elle a été beaucoup plus forte que moi, en fait. Voilà. Le premier sentiment, il y a eu plusieurs, la solitude, senti très très seule. De la colère, beaucoup de colère, de l'injustice. En tant qu'homme, Sébastien s'est senti bien isolé. Je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir des pères, c'est pas possible. Je suis pas le seul à avoir cette détresse-là. Les groupes de parole dédiés aux pères ayant vécu une IMG sont rarissimes. Au centre hospitalier intercommunal de Créteil, jusqu'à l'année dernière, il n'en existait pas. Mais à la demande de Sébastien, Nathalie Prem, pédopsychiatre, et Clotilde Claire, psychologue, ont décidé d'y remédier. Depuis, comme pour les femmes, les réunions ont lieu 1 fois par mois. On peut pas je pense que c'est difficile de guérir ou de se relever tout seul. C'est compliqué. C'est compliqué, on en parlait dans les différents groupes. Ma compagne qui a eu un IMG, donc, il y a eu un suivi psychologique, des groupes de parole. C'est venu, le mot groupe de parole est venu très rapidement dans je sais pas vous, dans le système d'IMG. Donc, et le père, bien souvent, il ressort. Voilà quoi. On est dans un projet bébé et d'un seul coup, on comprend que ce projet-là, ça prend fin. C'est joli ce que dit Cédric, ça prend fin. Alors ça n'a même pas commencé. Ouais. Donc c'est un moment effectivement où tout bascule. On a profité entre guillemets du temps qui a été donné entre l'annonce du diagnostic et l'interruption médicale de grossesse pour essayer de communiquer avec ce bébé, de lui expliquer ce qu'on ressentait, ce qui allait se passer. Oui, voilà. Et du coup, pour faire connaissance et prendre conscience de cette paternité, voilà. On se rend compte après, finalement, qu'on a bien fait. Ce que ça apporte, c'est des souvenirs, des choses qu'on ne vous retirera jamais. Très important ce que vous dites. Et avec le recul, on se dit effectivement que de construire quelques petits souvenirs, ça peut être très, très important pour la suite. La colère, la tristesse se transforment un petit peu. Ça pèse. Ça ne se transforme pas, il s'apaise. Ça pèse. Ça pèse. Ça sera toujours là. Enfin, pour moi, ça sera toujours là. Ça ne partira pas. Victorien, est-ce que vous aussi, vous avez eu besoin d'en parler avec d'autres papas? Alors tout de suite, en fait, après l'interruption de grossesse, j'ai cherché en fait des moyens de communiquer avec d'autres papas, donc j'ai pas trouvé, comme dans ce cas-là, un groupe de parole. Mais en fait, on se rend compte vite qu'autour de nous, on a plein de parents qui ont vécu la même chose. Enfin, je pense que dans notre entourage, on n'en parle pas trop, mais en fait, on en connaît. Du coup, on a pu échanger en fait avec des couples, et moi, j'ai pu parler avec les papas. Et j'ai aussi partagé en fait sur le forum de Petite Émilie, ce qu'on avait vécu. J'ai répondu à des papas qui étaient en train de vivre la même chose. Donc, ça vous a fait du bien? Oui, ça fait du bien, de savoir qu'en fait, on ressent tous la même chose. Je crois que c'est toutes ces phases dont on a parlé dans le reportage.
Alors une fois votre décision prise, l'IMG n'a pas eu lieu aussi vite que vous le pensiez. L'attente vous a paru insupportable dans un premier temps, mais vous avez rencontré une sage-femme psychologue qui, je crois, vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est vrai qu'au début, en fait, on a envie que quasiment l'interruption de grossesse, elle arrive le lendemain, parce qu'on on a envie d'être débarrassé, en effet, c'est le premier sentiment qu'on a. Et puis, cette sage-femme nous a expliqué aussi que ça allait être un vrai accouchement, parce qu'à ce terme de la grossesse, c'est un accouchement avec des contractions, etc. Donc, là, Aurore n'a pas envie de vivre ça, elle préfère une césarienne. Je crois que toutes les femmes auraient la même réaction. Et puis, on comprend que de toute façon, on n'a pas le choix, donc il va falloir vivre le moment comme un accouchement, vivre tout ça. Donc là, on décide... on se dit, les derniers jours qu'on va vivre avec notre fille, on va les vivre à fond, on va les vivre à 100%. Alors ça veut dire quoi, les vivre à 100%? On a, en fait, de notre côté, chacun de notre côté, et puis ensemble, après, on a fait des listes en fait, de choses qu'on voulait lui faire vivre à elle. Donc, manger des bonbons, faire des manèges de chevaux de bois, aller au cinéma, voir des amis, des choses comme ça. Et en fait, on les a vécues, on s'est enfermés en fait, dans une bulle tous les trois. On voyait les gens qu'on avait envie de voir uniquement quand on avait envie de les voir, et puis on sortait quand on avait envie de sortir. On lui a aussi écrit des lettres, en fait, chacun de notre côté. On a fait plein de choses pour elle, et on l'a vraiment... Vous êtes créé des souvenirs? C'est ça, oui, on s'est créé des souvenirs. C'est ça, en fait, grâce à ça, maintenant, elle fait vraiment partie de notre famille. Même si aujourd'hui elle n'est pas là, elle a eu son moment de vie dans notre famille. Et quand on parle d'elle, ça arrive souvent qu'en famille on parle d'elle. C'est grâce à ça, en fait, qu'on a vraiment pu en parler à nos amis, raconter aux gens ce qu'on a vécu sans tristesse, sans pudeur. Alors bien entendu, on était toujours en colère, on avait envie de... On a la rage, on est triste aussi, mais on a quand même voulu vivre les choses à fond pour rien regretter, pour pas se dire, elle est partie et on n'avait rien fait. Moi, je sais que si on a rencontré des gens qui avaient vécu, qui sont arrivés à la maternité, l'enfant était mort, il fallait lui donner naissance. Et ils n'ont pas eu cette chance, en fait, que nous, on a eu de pouvoir s'y préparer et de pouvoir communiquer avec l'enfant et vivre des choses avec lui. Et avoir un temps de vie. C'est ça, exactement. Et lui montrer aussi que vous étiez là, en tant que papa, lui montrer que vous existiez. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, le papa a du mal à trouver sa place. Et là, moi, j'avais vraiment... elle savait qu'elle avait une maman, puisqu'elle était dans le ventre de sa maman. Et puis, avec tous ces moments qu'on vivait ensemble... elle savait aussi qu'elle avait un papa. Puisque vous lui parliez, puisque j'imagine que vous touchiez le ventre. Voilà, c'est ça. Je lui chantais des chansons, je lui racontais des histoires, plein de choses qu'on fait à un enfant quand on est. Et donc tout ça, ça a vraiment, vous pensez, été déterminant pour votre travail de deuil? Oui, complètement, c'est sûr. C'est sûr que si j'avais pas vécu ces moments-là à trois, avec Aurore et avec le bébé, on aurait, en tout cas moi de mon côté, il me manquerait quelque chose pour en parler. J'avais peur en fait qu'elle disparaisse, que les souvenirs de cet enfant disparaissent comme un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on se dit ah oui c'est vrai, voilà c'est ça. Et en fait grâce à ces souvenirs-là, alors c'est mon avis, grâce à ces souvenirs-là, tous les matins je pense à elle, tous les jours vous avez des souvenirs avec elle. Ça vous parle ça, Florent? Oui, bien sûr, on s'endort avec, on se réveille avec. On peut pas oublier. On a peur pendant un petit moment, on a peur de l'oublier, mais on y pense tous les jours. Sylvain, qu'est-ce que ça vous inspire, la réaction de Victorien? Ça a été c'est salvateur. Moi, j'ai un grand plaisir, là, en ce moment, d'imaginer qu'il y a tout plein de parents endeuillés qui vont regarder cette émission. Et je le dis sans complaisance, parce que Victorien et Aurore ont déployé, avec leur créativité, les meilleurs antidotes que l'humain possède contre nos pires ennemis. Et la mort est en bonne place. Aller au cinéma, manger des bonbons, avoir du plaisir ensemble, et tout ce que vous avez raconté, c'est très émouvant, c'est vraiment ces petites et grandes choses qui nous permettent de faire des pieds de nez à la mort et de garder vivante la mémoire d'un être qui aurait pu advenir, mais qui restera auprès de vous dans le souvenir. Est-ce que c'est ça qui permet vraiment de faire le deuil? Parce qu'effectivement, faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas existé, il y a quelque chose qui ne va pas dans le français. Voilà. C'est ça. Nathalie, vous avez vendu la mèche, là. C'est-à-dire que si moi je le dis en professionnel, ça va manquer un peu de poésie. Ce que nous avons observé, nous, les psys en maternité, c'est que faire un deuil, c'est pas simple.
perdre quelqu'un qu'on a aimé et investi, c'est vraiment décidément pas simple. Mais alors, pour le coup, on a une certitude, c'est que perdre un humain en construction, en devenir, en promesse, ça c'est encore plus redoutable. Et, pour le dire là aussi en professionnel, ça a une potentialité dépressiogène redoutable. C'est-à-dire que même chez des gens plutôt pas mal dans leur basket, ça peut venir titiller vraiment de façon assez cynique ce qu'il en est de l'équilibre personnel, identitaire, d'une maman, d'un papa et d'un couple. Donc il y a un vrai danger là. Et c'est aussi pour ça que c'est bien que cette émission ait lieu, parce qu'il faut que les dangers soient nommés à leur juste valeur. Voilà. Et si en plus il y a des fantômes dans les placards, dans la vie de cette jeune femme, de ce jeune homme et de cette famille, alors là je peux vous dire que les fantômes, ils vont s'en donner à cœur joie pour en profiter, pour revenir en plein milieu du salon et s'associer avec des événements en cours. Parce qu'on sait bien que quand on est à un enterrement, on est à l'enterrement du jour, mais en général, on a aussi la visite des précédents. Et donc là, il y a des effets de sommation qui sont redoutables. Voilà. Donc, vous entendre évoquer les bonbons... Ce pied de nez, finalement. Ça c'est formidable. Parce que là, on est vraiment dans ce qu'on peut, nous, les humains, faire contre ça. Après ces 10 jours très intenses donc, que vous nous avez raconté, que vous avez partagé avec votre bébé, cette fameuse bulle à 3, est venu le moment de l'IMG. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors du coup, là c'est complètement l'effet inverse, c'est qu'on n'a plus envie que ça arrive. Si la grossesse avait pu durer toute la vie, en fait, cette situation-là, elle nous plaisait bien, où on était tous les trois, c'était génial. Donc après, forcément, on se fait à l'idée. Puis, moi là, j'ai eu un peu la peur, voilà, de la voir, de savoir comment elle était, puisqu'on savait qu'on allait pouvoir la tenir dans nos bras, etc. Donc ça, c'est un peu c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de connaître, donc forcément, ça fait peur. Et puis après, voilà, le moment arrive. Donc. Comment vous l'avez vécu ce moment? Alors c'est sûr, c'est vraiment triste. C'est un moment qui, c'est difficile. Mais comme on était tous les trois, on a vécu encore une fois ce moment. C'est quelque chose d'irréel. On est dans un monde irréel, mais on l'a vécu ensemble tous les trois. Voilà, c'est ça. Et vous ne vous êtes pas senti soutenu par le personnel qui est autour de vous? C'est vrai que, mais ça c'est général. Pas que dans des moments en fait d'IMG, mais je pense de manière générale quand on va à la première échographie, à la deuxième échographie, quand on fait les rendez-vous, c'est Madame, votre bébé va bien. Madame, votre bébé c'est une fille. Madame, votre bébé. Et le papa, il passe à l'as. Voilà, c'est ça. Et là, c'était Madame, j'ai arrêté le cœur de votre bébé. Ça va, Madame, vous vous sentez bien. Et le papa, en fait, il est spectateur. Il a, honnêtement, vous auriez peut-être aimé entendre Madame, Monsieur. Oui, voilà, c'est ça. C'est notre enfant à nous deux, quoi. C'est pas que l'enfant d'une maman. En fait, c'est avant la naissance du bébé. En fait, le bébé, c'est le bébé de la maman. Et le papa, en fait, il est là pour l'accompagner, mais s'il n'était pas là, ce serait pareil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je pense que c'est pas volontaire, en fait, des équipes médicales, puisque c'est juste une habitude. C'est peut-être un manque de formation. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, dans des moments comme ça, ça fait mal, quoi. C'est une forme de maltraitance. Ouais, c'est clair, c'est vraiment douloureux. Florian, comment vous avez vécu de votre côté justement ce geste de l'IMG? Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ma femme, en fait, parce qu'ils ont dit c'est fait, mais elle, au plus profond d'elle, elle savait que c'était fini, que son cœur s'était arrêté. Mais moi, je ressentais rien, donc j'ai pas eu l'impression que c'était terminé à ce moment-là. Vous ne l'avez pas compris? Vous n'avez pas compris le moment où ça s'arrêtait, en fait? C'est ça. Pas du tout. Et quand est-ce que vous l'avez compris? Comment c'est venu? En fait, ils l'ont installé dans une salle d'accouchement. Donc, on a attendu ensemble. Et dans cette salle, moi, j'étais presque euphorique parce que je me disais presque que mon enfant allait naître normalement, quoi, qu'il allait crier, tout ça. On y croit encore? On y croit encore, voilà. Jusqu'au bout, on y croit de toute façon. Et au bout de 3 heures, j'ai quand même réalisé que là, c'était fini, que mon fils, il allait naître, mais qu'il n'allait pas pleurer, qu'il allait naître mort, quoi. Ouais. Et là, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on s'effondre. Ah oui, là, je me suis effondré. Oui. Mais vous avez tenu, vous, à vous occuper personnellement des funérailles. En quoi c'est important pour vous? C'est-à-dire que pour moi, la mère, elle souffre physiquement.
Elle est très fatiguée après l'accouchement, psychologiquement aussi elle est dévastée. Et pour moi c'est mon rôle de papa d'organiser tout ça, et pour ma femme et aussi pour mon enfant, pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. En fait. Comme disait Nathalie, cette protection dont on parlait tout à l'heure, vous avez voulu aussi la maintenir jusqu'au bout. Exactement. Vous êtes occupé de tout. De tout. Comment on fait, Sylvain Missonnier, derrière ça, même s'il y a eu un deuil, quelque chose qui a existé, qui se met en place, en tant qu'homme, pour repartir dans un désir d'enfant? Dans le reportage, le papa a amené un élément important que... une étude importante que nous avons actuellement avec Marie-Josée Soubieux, Bérangère Bocquier, Jessica Schulz, Diane Devailly et quelques autres, et qui prend à contre-pied nos convictions de professionnels, de nouveau. Il semblerait, je vais le dire comme une généralité, et après c'est du sur-mesure, il semblerait que ça fasse partie des variations de la normale que de finir complètement, si tant est qu'on puisse finir complètement, le deuil de l'enfant précédent lors de la grossesse suivante. Et que ce que nous avons pris, nous, souvent professionnels, comme de la pathologie, qu'est-ce que c'est que cette mère enceinte d'un nouvel enfant qui nous parle de l'enfant décédé de la précédente? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Aïe, 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 attention, danger d'enfant de remplacement. Le fameux enfant de remplacement qu'il fallait éviter à tout prix. Ce que nous sommes en train de commencer à comprendre, c'est que nous avons peut-être pris des vessies pour des lanternes, et que ce qui se trame et que ce père a évoqué, me semble-t-il, c'est que oui, en effet, lors d'une grossesse ultérieure, si on accepte, nous soignants, que les parents nous parlent de ce tuilage, de ce chevauchement inquiétant entre mort et vie, eh bien, oui, on va pouvoir dire que il y a quelque chose de l'ordre du vital qui va renaître individuellement et dans le couple à l'occasion de la grossesse suivante. Mais ceux qui peuvent en parler le mieux, c'est pas les professionnels, c'est nos papas. Et vous en avez tellement bien parlé ce matin. Nathalie, je crois que vous aviez des livres, vous les mettez sur les réseaux? Je vais mettre les livres sur les réseaux, ils sont nombreux, c'est vrai, de très bons accompagnants, donc surtout allez-y, et j'espère qu'on aura l'occasion de prolonger encore cette discussion en allant encore plus loin avec les pères. Merci Nathalie pour votre sélection qu'on va retrouver donc sur vos réseaux. Merci vraiment Victorien, Florian pour vos témoignages. Je voudrais vous remercier également Sylvain Missonnier d'être venu nous voir sur le plateau des maternelles. Et évidemment remercier Cédric Deville, notre journaliste qui a préparé ce dossier.